Une nouvelle heure, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Voyons le sommaire de cette nouvelle édition. Le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Il prenait part à l'ouverture du forum de haut niveau pour le développement durable et s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies. Des activités qui font ressortir la vision de la Côte d'Ivoire sur les enjeux de développement durable et la création de plus d'opportunités pour les jeunes. On parlera de formation ici en Côte d'Ivoire avec l'ouverture du concours d'entrée à l'ISTC Polytechnique. Cette session 2023-2024, 446 candidats sont évalués afin d'être admis pour une formation diplômante au métier de la communication dans l'une des 5 écoles de cet institut. Et ce premier jour de test a été lancé par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Et puis ce soir encore, focus sur les garages à ciel ouvert installés sur les voies publiques de nos communes. Des installations qui ne sont soumises à aucune réglementation et qui comportent des risques de santé et de nuisances. On en parle ce soir. Bienvenue à tous. Des nouvelles de la participation ivoirienne à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Melie-Kone, prenait part à l'ouverture du forum de haut niveau pour le développement durable. Il a été ensuite reçu par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le vice-président a également accordé 2 audiences à 2 organisations partenaires de la Côte d'Ivoire sur la sécurité alimentaire, suivant le résumé de ces activités par Viviane Aïma. Le vice-président de la République, Kone Tiemoko Melie, représentait le président de la République Alassane Ouattara au forum politique de haut niveau sur le développement durable qui s'est tenu le lundi 18 septembre dans le cadre de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Avec pour thème « Préparer le terrain, ce qui a été fait, les domaines dans lesquels nous sommes à la traîne et ce qui doit être fait ». Les différents intervenants à cette tribune ont tous déploré que les 17 objectifs du développement durable, ODD, fixés pour l'horizon 2030 par l'ONU depuis 2015, n'aient été atteints qu'à 15%. Au nombre de ceux-ci, l'objectif fin zéro, l'éradication de la pauvreté et la lutte contre les changements climatiques. En conséquence, tous les intervenants ont appelé à plus d'engagement et d'actions coordonnées pour sauver la planète et créer davantage d'opportunités pour les jeunes générations, notamment à travers le projet de déclaration politique qui a été adopté, séance tenante. Par ailleurs, le vice-président de la République, Kone Tiemoko Melie, a eu un entretien avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'entretien a permis d'échanger sur des questions d'intérêt commun inscrites sur l'agenda de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le vice-président a ainsi exposé au secrétaire général de l'ONU la vision et la situation de la Côte d'Ivoire sur les grands enjeux du développement durable. En fin d'après-midi, le vice-président de la République a échangé avec le PDG de ABD Group, John Nevergol. ABD Group est une société américaine d'investissement et de développement de projets. Le vice-président a eu aussi un entretien avec le directeur général de Global Green Growth Institute, Frank Riberman, qui lui a présenté un projet de mobilisation d'au moins 10 milliards de dollars US pour accélérer la qualité de la production agricole face au changement climatique et produire en quantité pour assurer la sécurité alimentaire dans les pays d'Afrique et exporter le surplus vers les pays du Moyen-Orient. Et c'est à une semaine de haut niveau que participe donc la Côte d'Ivoire à New York, un sommet bilan après les résolutions adoptées en 2015. Les réflexions sont centrées sur les objectifs de développement durable. La ministre d'État Kandia Camara y porte la voix de la Côte d'Ivoire, Michel Digré. Les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie veulent parler d'une même voix au cours du sommet sur les objectifs du développement durable à l'Assemblée générale de l'ONU. À l'entame de la rencontre de haut niveau de l'OIF, sa secrétaire générale a identifié les attentes des pays francophones pour l'atteinte des ODD. Eh bien, première priorité, c'était l'emploi. Deuxième priorité, l'éducation de qualité. Et troisième priorité, l'environnement. Nous avons donc compris
que plus d'attention sur l'IFDD, plus d'attention de l'IFDD sur les jeunes de l'espace francophone était vraiment une démarche très importante. Représentant la Côte d'Ivoire à cette rencontre, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a tenu à rappeler les efforts réalisés par la Côte d'Ivoire en matière d'atteinte des objectifs de développement durable. Le gouvernement ivoirien, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a initié plusieurs actions, notamment l'alignement des cibles ODD sur le plan national de développement et les politiques sectorielles, la priorisation des cibles ODD et leur accélération, afin d'évaluer les stratégies et politiques publiques en cours en vue de déterminer les gaps à combler. Ces actions ont permis de faire ressortir 105 cibles alignées aux plans et politiques sectorielles et de dégager 40 cibles prioritaires pour la Côte d'Ivoire, ainsi que 62 indicateurs de mesure de progrès vers l'atteinte de ces cibles. Notons que cette rencontre a vu la participation de plusieurs autorités africaines qui ont tenu à rapporter les problèmes auxquels les États africains sont confrontés en termes de développement durable et de catastrophes naturelles résultant des changements climatiques. Des États-Unis au Sénégal, l'Afrique se réunit pour trouver des solutions et la Côte d'Ivoire y apporte des résolutions. Il se tient la 17e conférence annuelle du cajou à Saly au Sénégal. Durabilité de l'industrie du cajou africain, évaluer le chemin parcouru et regarder vers l'avenir, c'est le thème de cette session. Et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, propose ces solutions pour la transformation locale de la noix de cajou et également une meilleure rémunération des producteurs. Lanciné Bakayoko depuis la ville balnéaire de Saly. Composée de 11 pays, l'Alliance africaine du cajou détient aujourd'hui près de 53% de la production mondiale de noix brutes de cajou. Malheureusement, seulement 10% de cette production est transformée sur place dans la plupart des pays producteurs. La Côte d'Ivoire, elle, a augmenté son taux de transformation locale de 10 à 22% à fin 2022. C'est-à-dire que si vous êtes un industriel que vous êtes installé en Côte d'Ivoire, lorsque vous transformez 1 kg de noix de cajou, vous disposez de 800 francs CFA. Et cela nous a permis aujourd'hui d'avoir beaucoup d'installations et je crois que ce sera la même chose ici au Sénégal. C'est vrai, vous produisez 130 000 tonnes, mais je crois que nous allons venir soutenir le Sénégal pour produire au moins 200 000 tonnes. Débattre sur la durabilité de l'industrie du cajou africain revient donc à procéder à des ajustements en vue d'inverser la tendance. Il s'agit de mettre en œuvre des politiques promotionnelles plus attractives afin d'accroître les investissements publics et privés dans l'industrie du cajou. Plusieurs autres axes peuvent être aussi développés. Permettre une meilleure maîtrise des solutions techniques et technologiques qui s'offrent à nous et un meilleur suivi des chaînes d'approvisionnement et des infrastructures de stockage qui les accompagnent. Pour le ministre sénégalais en charge de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur, l'urgence est de prendre des mesures anticipatives pour mieux tirer avantage des opportunités qu'offre le marché. Le chef de l'État accorde un intérêt tout particulier au développement du secteur de l'agriculture pour imprimer la marque du développement économique et social de notre pays. En effet, le plan Sénégal émergent consacre dans ses actes prioritaires l'agriculture et l'agroalimentaire pour imprimer un développement harmonieux de notre pays. Toutes les personnalités présentes ici à Saly ont pu visiter les stands montrant le savoir-faire des agriculteurs et des industriels africains. Et nous revenons dans l'actualité ici en Côte d'Ivoire avec l'ouverture du concours d'entrée à l'ISTC, une session d'évaluation qu'a lancée ce jour le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. 446 candidats postulent pour une formation diplômante au métier de la communication dans l'une des 5 écoles de cet institut polytechnique. Grace Kando ramène les images de cette première journée.
Le concours d'entrée pour la session 2023-2024 est lancé à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique est venu donner le ton. Ce mardi, 79 candidats ont composé dans la filière production audiovisuelle. Je suis venu pour passer le concours d'entrée à l'ISTC Polytechnique et je pense que je pourrais être sélectionné. J'aimerais bien intégrer cette école parce que c'est une école de succès, une grande école dont j'ai entendu parler. Et j'aimerais vraiment être prise dans cette école parce que je veux mieux apprendre la production audiovisuelle. En plus de la production audiovisuelle, 4 autres filières sont concernées: journalisme, arts et images numériques, publicité marketing et télécommunications. À l'issue de ce concours, 25 candidats seront retenus dans chaque filière, soit 125 sur 466 postulants. C'est une sélection assez rigoureuse. Nous tenons compte aussi des moyennes, parce que nous ne disons pas c'est un concours. Donc on fait du remplissage. Il faudrait que la moyenne soit prise en compte dans ce que nous faisons. Si un minimum de 12 n'est pas obtenu par un candidat, il ne peut pas espérer faire partie de l'effectif de l'ISTC Polytechnique. Pour le ministre Amadou Coulibaly, l'ISTC est une réponse à la question de l'employabilité de la jeunesse. L'ISTC est une école qui aujourd'hui a fait ses preuves. Tous ces diplômes sont quasiment des diplômes validés par le CAMES. Donc ça montre que c'est une école sérieuse. Et donc nous encourageons les élèves qui viennent d'avoir le bac à s'intéresser à cette école qui ouvre la voie sur des métiers d'avenir puisqu'elle forme essentiellement donc, dans les métiers de l'audiovisuel et du numérique également. Cette session qui va durer une semaine ne concerne pas uniquement les nationaux. Plusieurs candidats issus de 7 pays de la sous-région y prennent part. On parle maintenant de programmation financière d'avenir. Le Fonds monétaire international entame une mission en Côte d'Ivoire. L'objet, c'est la première revue du programme économique et financier 2023-2026 de la Côte d'Ivoire avec le FMI. Suivons ces précisions de Dangui Dangui. Pour continuer à lutter contre la pauvreté, à améliorer la productivité du secteur privé et la résilience au changement climatique, malgré le triple choc de la pandémie de Covid-19, du resserrement financier mondial et des effets pervers de la guerre en Ukraine, la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international FMI parvenaient à un accord sur un 3e programme économique et financier en avril dernier. Présente à Abidjan dans le cadre de la première revue de ce programme économique et financier, une délégation de cette institution financière a été reçue par le ministre de l'Économie et des Finances et son homologue du budget et du portefeuille de l'État. Nous nous félicitons de travailler avec l'équipe du gouvernement, Monsieur le ministre, pour un examen satisfaisant du programme qui pourrait permettre le décaissement de la prochaine tranche d'environ 500 millions de dollars. En même temps, nous allons avancer les préparations pour un soutien additionnel au titre de la facilité de résilience et de durabilité. Cette nouvelle facilité vise à confronter les défis et vulnérabilités liés au changement climatique. Adama Coulibaly a saisi l'occasion de son discours de lancement de cette émission pour présenter la situation économique de la Côte d'Ivoire. Notre pays n'a pas échappé aux effets néfastes des récents chocs mondiaux. Aussi, face à la Covid-19 et aux conséquences de la guerre en Ukraine, les efforts du gouvernement pour contenir l'effet de ces chocs ont induit une hausse des dépenses et des manques à gagner au niveau des recettes. Pour 2023, le taux de croissance ressortirait à 7% contre 7,2% en lien avec les révisions à la baisse du secteur primaire. Le taux d'inflation, quant à lui, s'établirait à 4,8% contre 3,7% projeté initialement du fait de la persistance des tensions inflationnistes. Cette mission du Fonds monétaire international FMI commence le 19 septembre pour s'achever le 2 octobre prochain.
Le ministre de l'économie et des finances invite les services de l'administration publique et les opérateurs économiques ivoiriens à aider cette délégation du FMI à mener à bien sa mission. Parlons à présent de sécurité sous-régionale, précisément la lutte contre le terrorisme. Les armées de 13 pays s'unissent pour lutter contre le terrorisme lors d'un partage d'expériences au cours d'une conférence sur la logistique des armées de l'Afrique de l'Ouest, une initiative du commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. Cette plateforme d'échange en vue d'établir et renforcer les partenariats est initiée pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. Elle vise surtout à engager des discussions objectives sur l'état réel de préparation logistique sous-régionale. L'ambition de ce forum est claire. Construire et renforcer la collaboration et adresser les défis logistiques propres aux opérations conjointes. La conférence sur la logistique de l'Afrique de l'Ouest, une action à l'actif des États-Unis qui affiche ainsi la volonté d'aider les forces armées de 13 pays à faire face aux nouveaux défis sécuritaires. Parce que la sécurité de nos partenaires sont liées à la sécurité mondiale. Et ce sont les logistiques qui sont à la base d'une puissance militaire. Et ainsi, cette opportunité de se réunir et de partager les meilleures pratiques et nouvelles idées sur la manière d'améliorer les procédures au niveau national et régional est absolument essentielle. À la cérémonie d'ouverture, le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, s'est félicité de la tenue de la rencontre en terre ivoirienne, la traduction de l'excellente relation entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Au moment où notre sous-région est confrontée à des menaces hybrides sur fond de crise économique, au moment où les ressources financières se font de plus en plus rares, le soutien logistique apporté aux forces à des milliers de kilomètres de leur base reste un défi majeur à relever. Tous les participants sont d'accord pour avancer ensemble, conscients que la logistique est un élément déterminant de la réussite d'une opération militaire. Et ce fait de société, un autre danger social, les garages à ciel ouvert installés sur les voies publiques au-delà des services offerts aux automobilistes. Ces installations qui ne sont soumises à aucune réglementation présentent des nuisances ou des risques vis-à-vis de l'environnement, du quartier, de la santé et de la sécurité publique et du voisinage. Juliette Oué a observé certaines installations dans des communes d'Abidjan, particulièrement à Adjamé et Treichville. Nombreux sont les automobilistes dans le district d'Abidjan qui sollicitent les mécaniciens pour l'entretien ou la réparation de leurs véhicules. Ce faisant, ils entendent ainsi dépenser moins. J'ai vu ainsi parce qu'ils sont compétents en un premier temps, et puis ils sont moins chers, puis ils travaillent très bien. C'est pourquoi j'ai vu ainsi. Ça fait plus de 15 ans que je suis avec eux. Ils sont honnêtes, ils travaillent bien et puis ils sont rapides. Plusieurs communes du district d'Abidjan font face aux garages anarchiques, notamment Treichville et Adjamé. Ces garages, installés en pleine rue, n'ont aucune existence légale. Ça me fait pratiquement 20 ans de métier. Nous, sans mentir, nous les mécaniciens qui sont dans la rue, on ne paye pas de taxes à la mairie. On ne veut pas dire qu'on ne gêne pas, on gêne. Nous-mêmes, on cherche un bon site pour pouvoir s'installer. Sinon, on gêne, on sait qu'on gêne. Mais on fait avec quoi? Chaque panne a son prix. Il n'y a pas de prix fixe. Voilà. Il y a des véhicules qu'on peut réparer à 40 000, il y a d'autres qu'on peut réparer au-delà, comme un peu en dessous. Et ça dépend aussi de la personne qui est en face de toi. Selon ces problèmes aussi, on peut essayer d'abréger les choses et puis l'aider. Capot grand ouvert, les voitures à réparer sont stationnées sur le trottoir, occupant une partie de la chaussée. Toutes choses qui entravent la circulation des piétons, des cyclistes et autres voitures. Ça peut gêner, surtout que, comme vous constatez, on est quand même à l'intérieur d'un quartier. Et puis surtout, il y a un trafic humain, c'est-à-dire la circulation aussi des hommes. Donc parfois quand c'est la nuit, souvent si vous n'êtes pas attentif, puisque la voie est serrée, donc évidemment que la manœuvre doit être un peu
précise et puis vous devez aller aussi à une allure qui est assez modérée parce qu'on ne sait jamais. Ça nous empêche beaucoup de faire les manœuvres. Et souvent même ça nous fait faire des accidents, des marches arrière et puis si tu ne fais pas attention, par l'arrière tu peux percuter quelqu'un. Ces trottoirs ou terre-plein transformés en garages à ciel ouvert sont aussi à l'origine d'embouteillages monstres. Pourtant la loi est formelle en Côte d'Ivoire. Le décret numéro 2016-864 du 3 novembre 2016 portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, en son article 43, stipule qu'il est interdit de stationner abusivement sur une route. L'article 44 précise également que tout véhicule doit être rangé sur l'accotement de manière à dégager le plus possible la chaussée. On le voit, la loi interdit l'installation d'un garage en pleine rue. Mais comment expliquer ce comportement incivique? Ici, là, sinon, on se débrouille. On n'a pas d'autres coins où on peut pas travailler. C'est vrai qu'on travaille dans la rue. On savait qu'il n'y a pas trop de respect. Donc, c'est mollo qu'on se débrouille. Sinon, nous, on sait que ce n'est pas normal. Alors, quelle peine encourent les contrevenants? Que risquent-ils? Selon certaines autorités municipales qui n'ont pas souhaité s'appesantir sur la question, ces mécaniciens de rue font l'objet d'une sanction. Ils reçoivent un procès-verbal d'immobilisation. Les véhicules sont alors saisis, puis mis en fourrière. La sanction consiste également en une amende payable à la mairie. Parlons de développement dans la commune de Songan où un plan d'action dirige les actions de développement. Un plan qui a été dévoilé au cours d'une réunion du conseil municipal dont parle Issa Tcholan Yeo. Faire de Songan la commune la plus attrayante et structurée avec des infrastructures adéquates et une urbanisation maîtrisée des 13 communes du district autonome d'Abidjan. Cette volonté, le ministre-gouverneur l'a affichée au cours de la première réunion du conseil municipal qu'il vient de tenir. Occasion pour Robert Begremambé de dévoiler son plan de développement pour les 5 prochaines années. Songan a des atouts énormes, naturels, sociaux, historiques. Il faut qu'on mette fin aux petits désordres que nous avons constatés en matière d'utilisation de nos terres pour qu'ensemble, on comprenne les exigences d'un développement cohérent du point de vue de l'urbanisme et du point de vue de l'assainissement. Nous avons demandé à nos parents de s'asseoir à tout type de lotissement pendant 4-5 mois, le temps qu'on fasse l'état des lieux et qu'on mette en évidence les incohérences que nous avons pu constater. On va privilégier le lotissement complet, c'est-à-dire il y a l'eau, l'électricité, le bitume. Au cœur de son programme d'action, le tourisme tient une place de choix. Songan a près de 10 km de berges maritimes. C'est un trésor. La lagune constitue l'un des moyens de transport que Songan peut exploiter. Nous développons en même temps le tourisme et nous développons le commerce holistique de toutes les activités qui concernent le tourisme. Cette rencontre du conseil municipal a été dominée par une idée forte, celle de la mise en place d'un conseil consultatif et parlementaire dirigé par le ministre-gouverneur Robert Begremambé. Ce conseil est chargé de penser toute la politique de développement de Songan. Dans la région de la Bagoué, la nouvelle équipe du conseil régional est installée. Elle invite l'ensemble des fils et filles de la Bagoué à s'impliquer et à contribuer au développement de cette région. On suit ce reportage. Boundiali, chef-lieu de région de la Bagoué. Ambiance de grands jours dans les locaux du foyer des jeunes. La raison, Bruno Nabagno-Kone, fraîchement élu à la tête du conseil régional de la Bagoué, prend officiellement les commandes. Le nouveau président du conseil régional a dévoilé les grands axes de son programme de société qui porte, entre autres, sur le renforcement de l'économie locale, la promotion de la jeunesse et l'autonomisation des femmes, le développement durable des infrastructures de soutien à l'économie, le renforcement du capital humain et le développement du potentiel culturel et touristique. Pour Bruno Nabagno-Kone, l'ambition de son équipe du conseil régional est d'assurer le rayonnement économique et social dans l'union et la cohésion des filles et fils de la Bagoué. Cette rencontre, présidée par le préfet de région, marque ainsi la première réunion du nouveau conseil régional. Elle a permis à l'ancien président
et le nouveau président de Fumé, le qualifié de la paix au profit du développement de la région. La Bagoué a choisi celui qui devrait conduire sa destinée dans les 5 prochaines années. Et nous sommes résolument à sa disposition pour mener sa politique pour le bonheur des populations de la Bagoué. Nous prenons ces responsabilités avec beaucoup d'humilité parce qu'en réalité, ce n'est pas un titre qui s'ajoute. C'est une mission au service de la population et mon ambition, ce sera de faire en sorte qu'à la fin de la mission, ceux qui nous ont mis en mission soient satisfaits. Et nous espérons être à la hauteur de la confiance que nous a faite le président de la République qui nous a mandatés. La suite de la première réunion du Conseil régional a été aussi marquée par la passation des charges entre les deux présidents, notamment le sortant et l'entrant. En religion, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célébrera le Maolid la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre prochain. C'est une annonce faite par la déclaration du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, le COSIM. Le point dans ce développement de Assitan Diarra et Pargasso reconnaît. Benjerville, siège du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. À l'intérieur, imams, prédicateurs, membres et responsables du COSIM. Leur présence l'annonce de la célébration de la fête du Mauloud, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, informe la communauté nationale que le Maoulid de l'an 1445 de l'Hégire sera célébré en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre 2023. Les imams souhaitent bon Maoulid à toutes et à tous. Les responsables du COSIM demandent aux hommes de Dieu de mettre à profit cette nuit du Mauloud pour sensibiliser les fidèles à être des artisans de paix, de cohésion et de la non-violence. Des nouvelles du Tour cycliste de la Côte d'Ivoire. La caravane de cette 29e édition s'est posée hier dans la commune de Boaké pour la deuxième étape de la compétition. Devant les ministres Amadou Koné et Adama Kamara, les éléphants cyclistes se sont montrés plus entreprenants. Le point de Salif Ouattara pour RTI Sport. 2h48 7 secondes. C'est le chrono du jeune Ivoirien Emmanuel Andé, vainqueur du circuit fermé de Boaké. Cette deuxième étape de la 29e édition du Tour de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens rêvaient de l'emporter. Les 104 km du circuit fermé de Boaké ont donc permis aux Ivoiriens, 15 dans le peloton, de ruser des stratégies pour s'imposer. Les plus anciens, tels que Sissé Isiaka, Traoré Souleymane ou encore Abou Sanogo, se camouflent dans le circuit, donnant le devant aux plus jeunes. Emmanuel Andé en profite et réussit à s'imposer avec une vitesse moyenne de 37 km/h. Le matin, on a essayé de partir dans les échappées, ça n'arrive pas. Bon. Du coup, à la fin, mon ancien me dit de sortir. Donc, quand je suis sorti, avec l'entourage et le courage, les supporters, il a pu arriver au bout. Présents à cette cérémonie, les ministres Amadou Koné et Adama Kamara se félicitent de la bonne ambiance qui règne sur le Tour cycliste. Je constate qu'il y a plusieurs pays africains qui participent à cette cérémonie-là. C'est la preuve que notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays de solidarité. C'est un pays où on a pour habitude de recevoir les autres. Merci au président de la fédération. Nous souhaitons que l'année prochaine, peut-être même les années à venir, que le Tour puisse s'achever à Boaké. Nous allons travailler avec la fédération, avec le ministère, avec les autres collègues pour qu'on ait donc une très belle finale donc du Tour ici à Boaké. Vainqueur à Katiola, le Burkinabé Il Boudo Mahamadi conserve son maillot jaune des leaders.
À présent, les informations du Kenya, où au moins 8 personnes ont péri dans le crash d'un hélicoptère militaire ce mardi. L'accident s'est produit lors d'une patrouille dans la forêt de Boni, à Lamu, près de la frontière avec la Somalie, connue pour être une cachette du groupe terroriste Al-Shabaab, basé en Somalie. Al-Shabaab qui, ces derniers mois, on le rappelle, a multiplié les attaques au Kenya, tuant des dizaines de personnes dans la région frontalière. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. La prochaine édition est à 6h30 avec Régis Kofi. D'ici là, portez-vous bien, excellente suite des programmes sur RTI1.